Bonjour, bienvenue aux 10 minutes juridiques par le cabinet avocat Lando Associés pour VK. On va parler des mutualisations en matière de direction générale dans quelques minutes, mais tout de suite les brefs de la semaine avec une décision amusante. Est-ce que tutoyer sa collaboratrice est un harcèlement moral ? Non, ça ne le caractérise pas si en tout cas le tutoiement est assez généralisé de la part de ce supérieur hiérarchique, même lorsqu'il a été refusé par la personne travaillant à ses côtés. Lorsque l'illégalité d'une révocation n'ouvre aucun droit à une indemnité pour un agent évincé. J'ai un agent révoqué et pourtant il n'a pas droit à une indemnité pour avoir été ainsi régulièrement évincé. Oui, dans certains cas, nous le rappelle l'ACA de Versailles le 17 septembre. Est-ce que la qualité de DJ professionnel est compatible avec celle de fonctionnaire ? Non. Et le fait de refuser de cesser ce cumul d'activités illégales, cette activité accessoire, qui en tout cas ne pouvait évidemment pas être faite sans autorisation, peut conduire même à une révocation. L'agent est allé un peu loin. Passons grève, mais cette fois-ci des personnels de droit privé. Vous savez qu'il y a des règles classiques de réquisition de grévistes dans des cas très limités, puisque le droit de grève a une valeur qui est reconnue notamment par le préambule de 46, qui fait partie de notre loi constitutionnelle. Et on a souvent des décisions, notamment sur les questions de carburant, etc. Mais ça peut être aussi quand une gare est sale. Alors vous allez me dire, elles sont souvent sales. Oui, mais lorsqu'elles sont encore plus sales qu'à l'habitude, notamment à Marseille, un minimum de réquisition pour pouvoir y passer un savon a été légitimé et le théâtre de Marseille a validé ceci. Un nouveau décret a toiletté, à la marge, les règles de composition des cabinets ministériels, en remplaçant l'ancien décret de 2017 mais qui avait été modifié plein de fois. Et puis, le juge des référés précontractuels du théâtre de Marseille, oui encore lui, a rejeté la requête d'une société en matière de casino. Et c'est une décision intéressante en matière d'égalité de traitement et d'occupation du domaine public. Le théâtre de Versailles, lui, a eu une affaire assez amusante. Vous savez que quand dans le premier mois d'instruction d'un permis de construire ou d'aménager, il manque des pièces, on peut les demander, ça prolonge les délais de traitement. Est-ce que demander à ce que l'emprise du périmètre, du projet de lotissement pour un permis d'aménager soit matérialisée par un trait d'une autre couleur que le rouge, est-ce que c'est une demande de pièces complémentaires recevables ? Évidemment que non. Donc le théâtre de Versailles a rendu là une décision qui n'apporte rien en droit, mais qui révèle à quel point on a quand même beaucoup de services instructeurs qui ont à travailler sur la frontière, sur ce qu'est une demande de pièces complémentaires. Il y a beaucoup de difficultés en ce domaine, et légitimement, le juge y a vu rouge. Urbanisme toujours, vous savez qu'on peut, le régime permet de mutualiser les questions de place de stationnement. Oui, mais même quand cette mutualisation est autorisée, cette mutualisation trouve facilite ses limites. Le TAN de Lyon vient de nous le dire, je vous invite à regarder cette décision intéressante. Si vous avez un petit peu de temps de lire d'autres choses aussi, regardez la dernière lettre d'actualité sur les QPC, diffusée par le Conseil constitutionnel gratuitement sur son site. Il y a des choses intéressantes. 2 décisions importantes du tribunal de l'Union européenne ont été rendues aussi sur les questions de transport d'électricité. Et puis on a eu de nouveau tout un florilège de décisions de tribunaux administratifs sur le fait que, un élu condamné en première instance au pénal à l'inéligibilité, normalement, s'il fait appel, sa sanction pénale est non applicable jusqu'à la décision du juge d'appel. Oui, sauf exécution provisoire. Et quand il y a exécution provisoire de l'inéligibilité par le juge de première instance, même quand il y a appel, l'élu doit être démis d'office. Il n'est plus élu. Et si la collectivité estime que cette personne n'est plus élue, même sans démission d'office, elle a raison, nous dit ces décisions. Ce qui aboutit d'ailleurs parfois à des trucs assez étranges, puisque les règles ne sont pas les mêmes pour les parlementaires, et 2, il y a parfois des gens qui ont tenu leur victoire à hauteur d'appel, mais entre-temps, ils avaient perdu leur mandat. Voilà. Et puis, pas de mini-brève cette semaine, parce que l'actualité était très légère, pour une fois, juridiquement. Abordons maintenant notre grand dossier, mutualisation des fonctions de direction générale, conseil pratique et retour sur expérience. D'abord, rappelons que d'une manière plus large, la mutualisation peut être fondée sur énormément de motifs. Et elle peut être entre communes EPCI, entre EPCI voisins, entre EPCI et syndicats mixtes, ouverts ou fermés, entre départements et EPCI ou communes dans certains cas, etc. Il y a eu de très belles réussites, quelques échecs ou déceptions, avec des surcoûts
ou de vraies économies d'échelle, rares mais qui arrivent dans certains domaines, sur certaines fonctions financières ou techniques. Et tout, c'est un art tout d'exécution. Rien que la mutualisation de la commande publique peut conduire à des choses merveilleuses ou à des trucs super lourds, selon comment c'est géré, et ça nécessite en général un travail sur, par exemple, les modes de choix et de livraison et de période de livraison, sinon les économies n'arriveront pas. Dans le cas des fonctions de direction générale, évidemment, on est sur d'autres problématiques, et en droit, il y a de nombreuses manières de mutualiser. Et en pratique, on peut arriver à différentes combinaisons, après accouchement de consensus et comparaison des solutions. On est sur quelque chose qui se construit nécessairement sur mesure et qui ne prend pas en compte que des paramètres juridiques. Il y a aussi la surchauffe ou pas des effectifs. Il y a la durabilité de ce qu'on va construire. Si on fait une mutualisation intégrale des fonctions de communication, voire de cabinet, en pratique, entre par exemple une ville-centre et une communauté ou une métropole, il est évident que ça tiendra le temps du mandat et que le mandat suivant, il y aura parfois quelques accords à trouver, voire des disjonctions. Parfois, il y a même des discordances entre ces exécutifs sans un démantèlement de ces fonctions. On a connu des choses comme ceci à Strasbourg avec un démantèlement très limité, mais quand il y avait des non-concordances, parce qu'il fallait bien trouver à vivre ensemble en réalité, il y a eu des cas évidemment de clash. On va rappeler que ces démarches se font toujours sur le volontariat au contraire des transferts de compétences, et que psychologiquement, des mutualisation à la carte, avec des petites cartes où chacun puisse trouver à s'insérer et à exister dans le dispositif, sont des modèles très différents, des modèles monolithiques, axés par exemple uniquement sur une seule ville. Ça se construit dans le temps, par étapes, et c'est aussi au fil de ce temps et de ces étapes que on voit les limites, les mérites, les ajustements à faire. C'est un travail qu'il faut remettre à l'ouvrage assez régulièrement et toujours sur mesure. Pour en rester donc à ces fonctions de direction générale, on peut avoir une direction unique portée par la ville-centre. Il y a dans le 52.11.4.2 du CGCT par exemple une modification législative qui avait été faite en ce sens, une direction unique portée par l'intercommunalité, plus classique. Souvent en service commun, mais d'autres régimes peuvent exister, non sans risque, y compris au pénal dans certains cas, attention. On peut avoir une direction unique, mais avec 2 DG sous fonction croisée, on va le voir tout à l'heure avec Monsieur de Bigny. On peut avoir une mise en commun de tous les DG du territoire, avec des fonctions par quelqu'un qui sera secrétaire général de mairie ou DG d'une ville, tout en étant le pilote, par exemple en marché public de la communauté. Oui, des choses comme ça. Ça peut sembler complexe, bien conduit, ça peut aussi énormément mobiliser les gens. Et parfois, on a des simples relations informelles. Alors, vous allez me dire, oui, bon, ok, une réunion des DG 3 fois par an. Non, parfois, ça va très loin. Par exemple, longtemps aux achats, je ne sais pas s'ils le font encore, tous les grands projets étaient pilotés par un groupe de secrétaires généraux de mairie, secrétaires de mairie à l'époque, avec l'Interco, pour porter et réfléchir à des projets. Il y a beaucoup de modèles qui existent, etc., etc. J'ai voulu sur tout ceci poser quelques questions en forme de retour sur expérience dans un cas et dans l'autre, de réflexion aussi sur l'impact du nouveau régime des secrétaires généraux de mairie sur ces questions de mutualisation avec Monsieur de Bigny et Monsieur Belin. Bonjour à tous les deux. Bonjour maître. Monsieur le DGS, on commence par vous. À Troyes-Champagne Métropole, quelle est votre organisation ? La construction de la mutualisation à Troyes et dans l'agglomération troyenne est une construction finalement empirique qui repose dans ses fondements premiers sur les circulaires de la DGCL qu'on avait tous connus avec des systèmes conventionnels, l'utilisation également de la mise à disposition individuelle bien entendu, l'utilisation du 115% qui parfois peut donner des solutions lorsqu'on a un DG qui de façon connexe peut être DG du pôle métropolitain ou d'un établissement public rattaché, donc une régie. Et on a ensuite découvert, on a utilisé le 52.11.4.1 et le 52.11.4.2 du CGCT avec les services communs, les services partagés également, qui doivent être utilisés avec une application très littérale des articles, des situations dans lesquelles ils s'appliquent. Et finalement, ce changement qui est conduit par l'empirisme rappelle celui du passage de l'intercommunalité de gestion, les civum de 1890, à l'intercommunalité de projet, l'intercommunalité moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et avec quelle étape ?
l'histoire de la construction, de la mutualisation de la direction générale à la ville de Troyes, à la communauté d'agglomération de Troyes-Champagne Métropole. Ce sont 3 étapes essentielles. En 2015, 52-11-4-1, la convention de service partagé, on a un collège de direction générale qui est régi en service partagé avec 2 directeurs généraux à la tête donc de chacune des 2 institutions. 1er janvier 2019, on passe à un seul directeur général des services communs aux 2 institutions et autour de lui, un service commun de direction générale avec les éléments essentiels de la direction générale autour du directeur général qui constitue en service commun confié à la commune centre pour sa gestion, donc dans la lettre même du 52-11-4-2, celui-ci, et par contre l'ensemble du collège de direction qui reste en service partagé, donc la coexistence des 2 outils. Je pense qu'il est important de bien regarder la lettre du 52-11-4-1 et du 52-11-4-2, les notions également d'activité exclusive qui peut justifier ou non le transfert des personnels. Aujourd'hui, on est dans la 3e étape qu'on pourrait qualifier de direction générale Montesquieu, si vous me permettez, inspirée d'Esprit des lois, avec cette idée qu'il y a 2 directeurs généraux à nouveau. Le directeur général des services de l'agglomération et le directeur général délégué de la commune. Donc il est sous le DG de la commune quand il agit dans le cadre de la mutualisation. Et le directeur général de la ville est directeur général délégué à la communauté d'agglomération. Donc il agit sous l'autorité du directeur général de la communauté d'agglo lorsqu'il est en mutualisation côté agglomération. Ça permet finalement cet autocontrôle, cet enrichissement également. Et l'illustration, c'est que l'immense majorité des instances paritaires, le collège de direction et le collège de DG, sont mutualisés, se tiennent en même temps. Ça a permis sur le RIFSEP ou plus récemment sur la prévoyance d'avoir des négociations communes, d'avoir un discours commun entre les 2 directeurs généraux et, encore une fois, un CODIR et un collège de direction générale qui, eux, sont régis en service partagé. Et quels peuvent en être les facteurs de succès sur la base de votre expérience et de ce qui peut être repris ? C'est effectivement une question importante. Il convient d'avoir des exécutifs déterminés, des exécutifs acculturés, un dialogue social franc, direct, très régulier, et de la même manière un compte-rendu très régulier aux élus, tant des villes que de l'intercommunalité, pour qu'ils comprennent l'intérêt. La mutualisation, ça ne peut pas être une mutualisation financière. On ne mutualise pas pour faire des économies. On mutualise pour améliorer l'action publique, pour améliorer le travail en commun et pour donner une synergie et un intérêt stimulant pour les équipes de travailler ensemble. Et pour cela, comme garde-fou, mais également comme ligne conductrice, il est sain d'être accompagné par un cabinet conseil qui peut donner la feuille de route et remettre dans les rails lorsque on franchit le Rubicon. Et puis, il y a la mutualisation des secrétaires généraux de mairie avec des problématiques importantes pour les agents à temps non complet, notamment très nombreux dans beaucoup de petites communes, mais avec des règles qui ont un peu changé depuis la loi du 30 décembre 2023. La question ne se posait pas dans les mêmes termes jusqu'à cette loi. La mutualisation des secrétaires de mairie qui cumulent plusieurs emplois à temps non complet dans différentes communes était d'une part vecteur d'attractivité pour cette fonction. Il est très souvent compliqué pour un maire de trouver un agent pour effectuer quelques heures par semaine. Et d'autre part, permettait de préserver le principe d'unicité des carrières des agents publics. Donc l'intérêt de mutualiser les secrétaires de mairie ne se discute pas. Pour autant, plutôt que de parler de mutualisation des secrétaires de mairie, il se paraît peut-être plus juste d'évoquer la mutualisation d'agents administratifs exerçant des tâches de secrétariat de mairie. Et avec quels outils alors évidemment, on pense à la prestation, mise à disposition individuelle, le service commun. Dites-nous-en un mot et les changements de la loi de 2023. Parmi les outils à disposition dans le cadre d'une mutualisation, on retrouve la prestation de services entre collectivités et notamment entre EPCI et ses communes membres. La prestation n'est néanmoins possible que pour des besoins ponctuels, mais pas pour exercer des fonctions de secrétaire de mairie qui, par principe, est un besoin permanent.
C'est ce que rappelle l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 29 octobre 2021. Pour les besoins permanents, le législateur ne prévoit que le recours aux agents titulaires ou, à défaut, aux agents contractuels. Il y a aussi les mises à disposition, qu'elles soient individuelles ou dans le cadre d'un service commun. Jusqu'au 1er janvier dernier, la seule réserve portait sur l'attribution de la NBI, car en cas de mise à disposition individuelle d'un agent, celui-ci était réputé exercer ses fonctions au sein de sa collectivité d'origine. C'est ce que rappelle la Cour d'appel de Paris du 24 octobre 2017. Et dans un service commun, chaque maire n'a qu'un lien fonctionnel avec l'agent. Donc en ce cas, chacun pouvait avoir sa propre interprétation quant à l'éligibilité à la NBI de secrétaire de mairie de 30 points. Donc, mis à part cette question de l'octroi de la NBI, ces trois montages ne posaient pas de difficultés majeures pour mutualiser des tâches administratives au sein des communes. Et sur la NBI, je rappelle que si la NBI est octroyée illégalement, il y a un risque pénal de concussion. Depuis la loi du 30 décembre et les décrets d'application du 16 juillet, on a tendance à penser, en tout cas au niveau du centre de gestion de l'Aube, qu'un secrétaire de mairie ne peut être employé que par une commune, puisque selon l'article L2122-19-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie. C'est d'ailleurs notre prisme de lecture pour la promotion interne dérogatoire au grade de catégorie B. Cette position, qui est une stricte lecture des textes, entrave quelque peu nos outils de mutualisation puisqu'il prive certains agents du bénéfice de la nomination en tant que secrétaire général de mairie par un maire. Donc, les outils de mutualisation de tâches administratives en commune existent bien et sont très pertinents pour les employeurs comme pour les employés, mais au regard des textes actuels et notamment de la réforme issue de la loi de revalorisation du métier de secrétaire de mairie, on a tendance à penser que cela crée quelques préjudices aux agents qui occupent ces fonctions sous une forme mutualisée. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Orlando Associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.